À toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler Tour d'Espagne masculin de cyclisme. Alors je précise parce qu'en ce moment, ça conçut pas mal le Tour de France féminin. Donc là, on va parler de la Vuelta 2025, Tour d'Espagne, 90e édition, avec donc le parcours suivant. On en a déjà parlé. Grand départ en Italie, passage en France, passage en Andorre, puis surtout parcours localisé au nord de l'Espagne. Peut-être dû d'ailleurs aux températures qui sont particulièrement élevées en août-septembre au sud de l'Espagne. En tout cas, le tracé, le voici, avec donc une 90e édition qui se devait d'être assez sympathique, assez originale pour l'anniversaire, on va dire, de cette Vuelta. Alors, on a eu des nouvelles, notamment le fait que Tadej Pogačar, le Slovène, le vainqueur du Tour de France, ne fera pas partie du Tour d'Espagne. C'est acté, Tadej Pogačar n'y sera pas au Tour d'Espagne, ça sera une doublette Almeida-Ayuso pour la UAE pour jouer le leadership. Almeida le portugais et Ayuso le jeune espagnol qui avait été quand même pas très chanceux sur le Giro où il était leader cette année en 2025. Il avait été également un peu décevant à chaque fois qu'Ayuso est attendu, c'est vrai qu'il ne répond pas forcément présent. Donc voilà. Alors on va tout vous dire sur cette nouvelle édition de la Vuelta. Donc c'est 21 étapes, hein, c'est un format tour classique, 3141 km, 4 pays, Espagne, Italie, France, Andorre, départ en Italie, passage en France, passage en Andorre et on revient en Espagne. 23 équipes, c'est le même format que le Tour d'Italie et le Tour de France cette année. Donc ça débutera le 23 août et ça s'arrêtera le 14 septembre entre Turin en Italie et Madrid, la capitale. C'est comme l'arrivée traditionnelle à Paris Champs-Élysées pour le Tour de France. Le parcours, on va le revoir, l'apercevoir rapidement, mais on en a déjà parlé en détail. Première étape, ça sera un maillot rouge de leader d'attribuer certainement à un sprinter avec un profil correspondant vraiment au sprinter, 186 km et c'est du plat au programme avec quand même une côte pour attribuer le premier maillot de grimpeur. La deuxième étape, le 24 août, le dimanche 24 août, dès la deuxième étape, déjà la montagne. C'est un petit peu la magie de la Vuelta avec des parcours atypiques. C'est un peu le format espagnol, une seule montée dans la journée, c'est la montée finale. Donc voilà, c'est vraiment le profil espagnol qu'on aime et ça sera en Italie d'ailleurs. Donc là peut-être changement total de maillot rouge, certainement d'ailleurs, et changement de classement général avec en perspective une première explication entre favoris dès la deuxième étape. Troisième étape, parcours punchy, mais attention à ne pas se faire piéger pour les leaders. C'est les routes italiennes, elles sont assez sinueuses, assez accidentées, donc attention à ne pas prendre des éclats au classement général. 134 km, parcours court mais souvent surprenant avec pas mal de points d'attribution pour le maillot du grimpeur. La quatrième étape, cette fois, ça sera un parcours assez ouvert, on va dire, avec le col de Montgenèvre et le col du Lautaret, mais en début de parcours avec une deuxième moitié de partie assez plate. Peut-être pour une échappée, je vois mal les sprinters empêcher les échappées de se dessiner au départ et limiter l'écart, donc peut-être pour les baroudeurs. Italie-France pour ce profil de la quatrième étape entre Suza et Voiron, moyenne montagne, 2919 mètres de dénivelé positif quand même et 192 km, étape de moyenne montagne mais très intéressante. La cinquième étape, la voici, c'est un contre-la-montre par équipe, discipline à part entière, et discipline qui n'a pas eu lieu sur les autres grands tours cette saison et c'est avec plaisir qu'on retrouve ça sur la Vuelta. La Vuelta qui décide d'innover un petit peu, enfin de remettre à jour et au jour ce profil là et c'est très plaisant, c'est une discipline sympa à voir. Souvent les équipes sont très bien préparées pour ce genre d'étape, donc ça va être avec plaisir qu'on va suivre cette cinquième étape atypique, j'ai envie de dire. Sixième étape, étape en Andorre, c'est synonyme souvent de montagne et ça sera le cas exactement. C'est la première grosse étape de montagne dans le sens où on a quand même 3-4 ascensions répertoriées au programme et vraiment de quoi faire des écarts. Donc première vraie explication de favoris, même s'il y aura déjà quelques arrivées en altitude. Dès la sixième étape, on aura le droit de la montagne. C'est un profil totalement différent du Tour de France si vous l'avez suivi cette année où on attendait la 10e étape pour avoir de la moyenne montagne quasiment dans le massif central. Là, dès la sixième étape, on sera déjà dans la très haute montagne avec 3475 mètres de dénivelé. La Vuelta qui a l'habitude d'être très montagneuse, et ça sera le cas cette année. Regardez l'enchaînement avec le jour du lendemain, ça sera une nouvelle fois pour les grimpeurs. Les grimpeurs seront bel et bien à la fête sur le Tour d'Espagne, ça vous en doutez pas. Voilà. L'étape de samedi, même si elle sera assez plate, il y aura quand même pas mal de dénivelé, hein. 1236 mètres de dénivelé, mais pas dans le final. On devrait retrouver quand même les sprinters sur cette étape entre Monzón et Zaragoza. La 9e étape, juste avant la journée de repos, le traditionnel format espagnol.
une montée et c'est dans le final avec une possible explication entre favoris, des écarts à créer. Voilà, avant la journée de repos, c'est toujours une étape atypique. Surtout après la journée de repos, c'est encore une autre journée. C'est souvent là où on peut avoir des défaillances et c'est le profil un peu espagnol comme on le dit à chaque fois. Il n'y aura pas une mais quand même deux ascensions dans la journée répertoriée, mais surtout la grosse ascension dans le final. Et ça, c'est le profil de cette Vuelta et notamment ce qu'on a vu dans les autres années, mais cette année particulièrement avec beaucoup de montagnes quand même. Hein. La 11e étape entre Bilbao et Bilbao, c'est une étape qu'on avait eue au Tour de France il y a quelques années, d'ailleurs en Espagne, avec ce tracé-là. Et c'est une étape plutôt punchy, de courtes ascensions, mais assez dures. Attention pour le leader du général qui pourra se faire piéger. Hein. À ce niveau-là, à ce stade-là de la course, on peut penser qu'à la 11e étape, au départ de l'étape, ça sera bien un leader au général qui aura le maillot rouge de leader équivalent au maillot jaune. La 12e étape, une étape intéressante avec un profil atypique une nouvelle fois, pas mal de côtes et surtout dans le final, profil très ouvert. C'est vrai que cette année sur la Vuelta, le maillot du meilleur sprinter, ça sera peut-être un puncher qui l'aura ou un leader parce qu'il y aura très peu de sprint, en tout cas au début de course. En début de cette Vuelta. Regardez encore une nouvelle étape de montagne avec l'Angliru qui est vraiment une montée très populaire en Espagne. Hein. C'est un col mythique, l'équivalent de l'Alpe d'Huez en France. Encore une nouvelle étape de montagne dès le samedi avec Aviles, la Farapona. Pareil, montée assez mythique avec l'enchaînement Puerto San Lanziro et la Farapona. 15e étape, avant la journée de repos, une étape un peu plus de transition, mais une nouvelle fois avec pas mal de vallons au programme, c'est assez impressionnant. Hein. Profil très intéressant, je le ferai d'ailleurs sur Pro Cycling, hein, le jeu officiel, pour découvrir encore mieux ce profil-là, on le découvre encore mieux quand on joue sur le jeu, on se rend compte des dénivelés, des écarts potentiels à faire, c'est une sorte de simulation en temps réel et on fait souvent ça aussi pour préparer la course comme on avait préparé le Tour de France ou encore le Tour d'Italie un peu avant dans la saison. Nouvelle étape pour puncher, mais toujours pas d'étape pour sprinter, je pense qu'il y aura peu de sprinters dans la start list de départ de la Vuelta car il y a beaucoup d'étapes de montagne, beaucoup d'étapes de punch et très peu d'étapes plates. C'est un tracé très sélectif. Regardez, dès le lendemain de la journée de repos entre Pueo et Castro de Herville, c'est quasiment de la montagne. Grosse étape encore avec cette fameuse montée finale à chaque fois difficile, la Ponferrada cette fois. Mais en troisième semaine de course, ça va faire mal aux organismes. Un contre-la-montre individuel, peut-être que là que jouera vraiment la différence générale si ça ne s'est pas fait en montagne, entre Valladolid et Valladolid, 27 km. C'est un profil assez court de contre-la-montre, un peu ce qu'on a eu à Caen sur le Tour de France en comparaison. Et cette fois individuel, ce contre-la-montre là, ça sera le premier, parce que le premier sera collectif, en équipe. Allez, les dernières étapes, dernier tracé un peu plat pour le vendredi entre Rueda et Guerrero, plat avant l'arrivée à Madrid, j'ai envie de dire. Donc une opportunité pour sprinter, il n'y en aura pas eu beaucoup, donc là les sprinters qui seront arrivés jusque là auront une belle opportunité. L'étape du samedi, ça sera une nouvelle étape de montagne, dernière explication entre favoris et on aura donc l'arrivée traditionnelle à Madrid pour les sprinters avec une étape toute plate de 111 km équivalent de l'étape des Champs-Élysées. Donc voilà, ça sera un profil très intéressant. Alors on en connaît un petit peu plus maintenant sur les coureurs présents sur cette Vuelta. On sait que Pogacar n'y sera pas, Vingegaard y sera bel et bien. Pour l'AIF Education, Carapaz devait faire le Tour de France mais il a été malade donc il a reporté sa saison sur la Vuelta où il joue le classement général. Il sait que la start list est des fois un peu plus épurée que le Tour de France, donc il a plus de probabilité de faire un podium s'il est en forme. Alpecin avec Plancart, Hermans, Robeguys, XDS Astana avec Harold Lopez, Martin, Woodpulse et Lorenzo Fortunato. Fortunato qui jouera certainement les étapes en montagne en échappée, pas vraiment le général et plutôt le maillot de grimpeur qui peut jouer. Cofidis avec Simon Carr. Pour la Bahreïn, Pasqualone et surtout un leader italien, Tiberi, que les tifosi et les Italiens aiment beaucoup parce que c'est l'espoir un peu du cyclisme italien, peut-être la relève de Vincenzo Nibali, coureur très bon contre la montre, très complet et bon en montagne surtout. La Decathlon G2R, Félix Gall a annoncé sa participation à la Vuelta accompagné de Léo Bizio le français. La FDJ, David Gaudu l'attend, c'est un rendez-vous qu'il attend un peu pour se tester cette année, lui qui n'a pas eu de résultat, il sera accompagné de Brie Roland, Rémi Cavagna et Guillaume Martin. Intermarché Wanty avec Arnaud Marit pour le sprint et Luca Van Boven. Vous le voyez, hein, je vous ai pas menti, il n'y a pas beaucoup de sprinteurs d'annoncer pour l'instant. Hein. Le profil est refroidi, il y a très peu d'opportunités et surtout beaucoup de montagnes et beaucoup de hors-délai possibles. La Ineos
Grenadier, Filippo Ganna, il attendait de jouer vraiment la gagne sur certaines étapes du Tour de France et finalement il a abandonné dès son début de tour avec une commotion. Donc là il a reporté sa saison sur la Vuelta, hein. C'est habituel, souvent ceux qui abandonnent très tôt sur le Tour de France, bah ils se décalent à la Vuelta. Heureusement qu'il y a 3 grands tours de la saison, hein, parce que les coureurs ils se préparent pour un événement et puis finalement une chute et puis c'est la décadence. Et voire pire des fois, hein, si vous chutez sur le Tour de France et que c'est vraiment une grosse chute, vous faites même pas la Vuelta. Là en l'occurrence il fera la Vuelta, il sera avec Egan Bernal qui va jouer le général. Lidl Trek avec Guillaume Guenart, jouera-t-il le général ou sera-t-il équipé, c'est la question. Ciccone pareil, est-ce qu'il jouera le général? Et Mats Pedersen qui a très bien marché sur le Giro, il aura beaucoup d'opportunités de s'exprimer avec ses étapes punchy. C'est un bon sprinter mais qui passe vers les bosses, et s'il n'y a vraiment pas beaucoup de sprinters dans la start list, ça sera peut-être le plus rapide sur du tout plat. Ça peut être le cas. L'équipe Movistar avec Carlos Canal, Enric Mas et Nairo Quintana. La Red Bull Bora avec Pellizzari, la pépite montante italienne pour les classements généraux. Tish Van Dijk, Vlasov et Jay Hindley. La Picnis Potedel avec Max Poole. On aura Eddie Dunbar pour la Jayco. Landa Vervague pour la Soudal. Pareil, Landa il a chuté en début de saison sur le Giro, il a reporté sa saison sur la Vuelta, sur Tour National. Qui on a? Pour la Visma, on a quasiment l'équipe complète. Attila Valter, Dylan Van Baarle, Matteo Jorgensen, qui a vraiment fini éreinté du Tour de France. On l'attendait un peu plus performant en montagne, notamment pour accompagner Vingegaard. Wilco Kelderman, Jonas Vingegaard, qui est justement le gros favori de cette Vuelta, Sepp Kuss, Axel Zingler, Ben Tullet. Sepp Kuss, l'américain, a déjà gagné la Vuelta, vous vous souvenez, cette année où il était dans la Visma d'ailleurs, avec Vingegaard et Roglic, et Kuss avait été désigné leader numéro 1 vis-à-vis un peu des faits de course et tout ça. Il avait remporté la Vuelta devant Roglic et Vingegaard. Cette année, il y avait 3 coureurs d'une même équipe qui étaient sur le podium et qui étaient les plus forts. L'équipe UAE avec Ayuso, Groschartner, Oliveira, Vine, Domet Novak, Joao Almeida et Marc Soler. Les 2 leaders annoncés, le portugais Almeida et Juan Ayuso, l'espagnol, accompagné du rouleur expérimenté Michael Bierge. Groschartner, il peut être bon en montagne. Oliveira, le portugais, c'est surtout un rouleur. Jay Vine, c'est pas Jay de la Vigne, je sais pas ce que c'est marqué là. Coureur complet. La Lotto avec Arjen Livins, Elia Viviani et Lennart Van Telveld. La Israël avec Reisberg, Marco Frigo, Riccitello, Ethan Vernon, Derek G. La Cajarura, l'équipe invitée sur la Vuelta. Et la Q36.5. Pitcock, de la Cruz qui sont annoncés sur la Vuelta. Donc voilà, vous savez un petit peu tout sur cette Vuelta. On s'y tiendra bien sûr à jour quand on aura la start list complète, bien sûr, quand on connaîtra plus de favoris de cette Vuelta. En tout cas, une Vuelta qui sera très intéressante, vous l'avez compris, avec un parcours très vallonné pour les grimpeurs et pour les punchers. Ça va être vraiment intéressant. Peu d'étapes monotones, et ça va vraiment être impressionnant, et c'est ça qu'on aime sur la Vuelta. C'est le parcours particulier, atypique, qui offre pas mal de scénarios rocambolesques de possibles. On va se régaler du 23 août au 14 septembre, ça sera sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, à liker, partager, commenter, et je vous dis à très bientôt les fratés pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, ciao ciao.